3, 2, 1, ignition. Obviously, the starting point for us was to hit that SpaceX price point of 5K, 5 kilo US dollars or euros per kilogram of payload. And that makes it extremely competitive and in some cases too good to believe, right? A lot of people came to us and they said, look, we don't believe that you can reach this cost. And to be honest, we didn't believe in the beginning we can reach this cost either. But bottom line was, look, we do something as a startup that is disruptive, and the disruptive aspect here is cost. We need to bring the cost down. Rocketry is no longer about big innovations. If you're trying to chase big innovations in rocketry, you are 30 years too late. Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce second format spécial de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons partir en Allemagne à la rencontre de Rocket Factory Augsburg ou RFA pour les intimes. Nous avons eu l'opportunité d'interviewer le CEO de l'entreprise, Stefan Brieschenk. C'est donc lui que vous verrez intervenir tout au long de cette vidéo. Ce fut une discussion passionnante qui nous a permis de nous rendre compte à quel point les philosophies de développement peuvent être différentes au sein de diverses entreprises spatiales. Vous l'avez vu en introduction, RFA aborde la conception des lanceurs sous l'angle industriel et ne croit pas trop aux innovations de propulsion comme solution à l'abaissement des coûts de lancement. C'est donc déjà un contre-pied total par rapport à la première interview qu'on avait faite avec l'entreprise espagnole Pangea Aerospace. Je pense justement que c'est ces divergences de point de vue qui vont rendre cette série de vidéos passionnante. Impossible de vous dire qui a raison et qui a tort, mais il est intéressant de voir les acteurs européens avancer leurs pions dans de nombreuses directions différentes. C'est probablement à la fin de cette période d'exploration et d'expérimentation qu'émergera un nouveau modèle pour l'Europe. Mais bon, je digresse déjà. Commençons par le commencement. Qui est Rocket Factory Augsburg ? RFA est né en 2018 en tant que spin-off d'un poids lourd du spatial allemand, l'entreprise OHB. Malgré ce lien de parenté, RFA est clairement une start-up. Les développements y sont rapides et itératifs et la vision se veut européenne. Everything that we do here at Rocket Factory is based in English. We don't speak any German at all. German is not allowed. Very simple reason, there's about 1,000 universities out there that do space engineering, and these graduates, they just want to work somewhere where they can build rockets in English. They're not interested to learn about some culture or learn about a language, and they basically just want to start designing, testing and building space hardware. La mission que s'est donnée l'entreprise est simple, elle veut parvenir à fabriquer des fusées de la même manière qu'on fabrique aujourd'hui des voitures. Forcément, quand on est installé à 50 km de Munich, c'est une référence évidente. Chez RFA, les innovations ne sont donc pas orientées vers la propulsion ou la réutilisation. L'entreprise se veut en revanche très innovante sur les procédés de conception et de fabrication. Cela passe notamment par l'utilisation d'une intelligence artificielle de bas niveau, impliquée dans certains des choix les plus importants de leurs lanceurs. Je vous rassure, RFA n'a pas demandé à ChatGPT de leur dessiner une fusée. Je vais laisser Stefan Brieschenk vous expliquer comment ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Yeah, I can describe it. It's not difficult to understand. Basically, the low-level artificial intelligence, I always call it low-level because it does require the engineers and the user to provide a lot of the boundary conditions. But we basically split the problem into three parts, right? The first part is basically how do you fly into space most efficiently, basically the trajectory solver. And then the second part is basically looking at all possible design variations. You basically ask, hey, if we do a two-stage vehicle, or if we do a three-stage vehicle or four-stage vehicle, how does the payload look like? And the interesting thing is, if you couple those two, you basically run a loop where the entire structural domain of the vehicle is automatically solved, because the trajectory simulation gives you all the loads, and then going through the individual designs, you end up with basically a situation where you can size the entire vehicle with all the loads that you have. And then the key aspect that we sort of introduced is a third element,
a large cost database that, thanks to our investors, we had access to. We basically have a tremendous cost database where the optimizer can go in and ask, dear optimizer, if we build a stage made from composite and the stage is that long and it has this wall thickness to basically withstand the axial fluxes, how expensive is it? And that's the real key element, because then that third part basically gets back with an answer, how expensive it is. And then you can ask this entire artificial intelligence, hey, between the millions of variations you generated, what is the lowest cost to the customer? And this is really what Rocket Factory and RFA1 is all about. It's finding the lowest possible cost to get payload into orbit. Vous l'avez compris, RFA peut en entrée spécifier plusieurs paramètres à l'IA, une orbite visée, une capacité de charge utile ou les moteurs et les ergols qui doivent être utilisés. Ensuite, l'IA est alors capable de dire quels matériaux devraient être utilisés pour la coiffe, les réservoirs ou les jupes interétages, quelle devrait être leur épaisseur et à quel industriel il faut s'adresser pour obtenir ces pièces au meilleur prix. Dans les grandes lignes, l'IA est donc optimisée pour concevoir la fusée la plus efficace possible en termes de coût au vu des capacités industrielles actuelles présentes sur Terre et des objectifs qu'on lui donne. Bon, bien entendu, en réalité, les choses sont un poil plus compliquées. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et d'ajustements à faire en entrée et en sortie. Quoi qu'il en soit, après ce long travail de recherche de l'architecture la plus efficace économiquement, on arrive à ceci, le lanceur RFA1. Si vous avez l'habitude de regarder des fusées, il y a une ou deux choses qui doivent déjà vous sauter aux yeux. On commence à voir émerger pas mal de lanceurs entièrement en inox, à l'image du Starship, et d'autres qui ont fait le choix d'utiliser presque exclusivement des composites de fibres de carbone, comme chez Rocket Lab. L'intelligence artificielle de RFA a tranché que l'architecture la plus efficace se trouve à mi-chemin. Vous pouvez voir que sur la RFA1, les réservoirs sont en inox alors que la coiffe ou les jupes sont en composite. Le reste de la fusée est également optimisé avant tout pour les coûts. RFA préfère ainsi le kérosène au méthane. Il est certes un peu moins performant, mais beaucoup plus simple en termes de conception et d'exploitation, ce qui a probablement beaucoup de sens. C'est également le choix qu'avait fait SpaceX pour les mêmes raisons au moment de mettre au point la Falcon 9. Côté moteur en revanche, RFA pense que l'architecture idéale se trouve pile poil entre celle du Merlin et celle du Raptor. Je vous donne ces exemples car tout le monde les connaît, mais essentiellement ce qui nous intéresse ici, c'est que le Merlin est un moteur à cycle ouvert et que le Raptor est un moteur à cycle étagé dit full flow. On a consacré plusieurs vidéos sur les différences entre les cycles de combustion des moteurs à ergols liquides, on ne va donc pas revenir sur tous ces détails dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un moteur à cycle fermé est plus efficace qu'un moteur à cycle ouvert, et qu'un moteur à combustion étagée full flow est le plus efficace d'entre tous. Au milieu de nombreuses simulations supportées par leur IA, RFA est arrivé à la conclusion qu'un moteur à combustion étagée simple, surenrichi à l'oxygène, est le meilleur compromis. Cela permet d'être beaucoup plus efficace qu'un moteur à cycle ouvert, tout en restant seulement un petit peu moins efficace qu'un moteur full flow, beaucoup plus complexe à développer. Il est intéressant de noter que sans le support de simulation, ce n'était pas le choix instinctif de la plupart des ingénieurs de l'entreprise. None of the engineers here wanted to do this. We actually started with a gas generator motor. We had the turbopump completely developed. We ran it for the first time. And then we were about 1 year into the project, and then these first optimizer results came in, and it shocked us because none of these results chose a complete composite vehicle, and none of these results indicated that you can be competitive without staged combustion on a small rocket. It's all different if you scale the rocket up. If you make the rocket larger, you typically find that you need less number of stages gets smaller. And but long story short, it was basically an eye-opening moment. It's like this effort that we ran to resolve the lowest cost resulted in something that was opposite to what we originally designed for. And we basically pivoted in the last moment there. And we had all the right boundary conditions to do that pivot, and that so far was really successful. Enfin, la fusée est équipée d'un troisième étage / kickstage. La frontière entre les deux est d'ailleurs volontairement un peu floue. So the third stage is fully integrated, it's fully there. It's basically a hybrid. A third stage is a hybrid between an orbital transfer vehicle and a third stage.
It's quite interesting if you ask the optimizer to optimize the cost for these entire missions, the optimizer says that it's not a good idea to basically draw that line between orbital transport vehicle and orbital injection. When you have orbital injection, the optimizer is smart enough to go further and say, look, you need to use the orbital transfer vehicle already before your orbital to get the most payload into orbit. So it basically, if you would have a two-stage vehicle and you add an OTV and you throw that to the optimizer, it will come back and tell you, please make the first and second stage a bit smaller and put a little bit more fuel in the third stage and make that a hybrid. And that hybrid functionality is fully there. We have the engine developed. The engine is a very also a very disruptive element of RFA1. It uses a green propellant that is storable, but extremely inexpensive and not harmful. You can basically handle it with ease. It's got a lot of advantages also in performance over hydrazine, and that will be fully there for the first test flight. On imagine donc que tous ces choix, optimisés systématiquement pour les coûts, devraient permettre à RFA de proposer un lanceur à un prix extrêmement compétitif. Et forcément, nous avons demandé le prix à Stéphane. We want to launch the RFA1 vehicle for about 6 million euros. And there is going to be an upselling catalog because there is a lot of additional services you can pack in. You're probably aware that we have a hybrid orbital stage. The orbital stage stays in orbit. It can basically act as a satellite bus after launch. Bottom line is that we want to put more than 1.3 tons of payload into orbit for 6 million euros. That's our baseline, and we work every day to make this somehow possible. Vous ne vous y trompez pas, ce sont plus ou moins les prix de Rocket Lab, mais avec 5 à 6 fois plus de capacité. Une autre façon de voir les choses est de se dire que RFA s'aligne sur les prix de SpaceX tout en conservant l'agilité propre à un mini-lanceur. Et oui, c'est ce qu'il se passe quand on conçoit et fabrique des fusées de la même manière qu'on fabrique des voitures. Bien évidemment, il faut que l'entreprise parvienne à remplir cette promesse. On devrait cependant avoir des éléments de réponse assez rapidement. L'efficacité dans les coûts s'accompagne presque naturellement d'une efficacité dans la production. Et ainsi, RFA est quasiment prêt à tenter son premier vol orbital. Celui-ci devrait avoir lieu plus tard dans l'année, au 3e ou 4e trimestre. L'entreprise allemande est ainsi en course avec les Espagnols de PLD Space pour lancer la première fusée orbitale du New Space européen. On souhaite à RFA1 une vie longue et pleine de succès, et surtout on espère qu'elle prouvera à tous les sceptiques que les Européens sont capables d'être aussi efficaces que SpaceX. RFA a cependant des ambitions qui vont bien au-delà d'un mini-lanceur. Il y a de ça quelques mois, l'entreprise a annoncé qu'elle se lançait dans le développement d'un vaisseau cargo pour l'orbite basse. Première en Europe, il devrait également être capable de revenir sur Terre pour être réutilisé. Ce vaisseau est dénommé Argo et on vous en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. RFA applique les mêmes méthodes de conception pour ce vaisseau que pour son lanceur RFA1. À partir d'une capacité visée, c'est donc encore une fois une IA de bas niveau qui détermine les matériaux et les fournisseurs qui permettront d'atteindre les coûts les plus bas. Cette fois-ci en revanche, RFA se prête au jeu d'une innovation technologique encore toute balbutiante dans le spatial. Elle travaille avec une autre entreprise allemande, Atmos Space Cargo, pour concevoir un système de bouclier thermique gonflable. On a dédié un dossier de l'espace à cette technologie voilà quelques jours ou semaines en fonction de quand sortira cette vidéo. Le gros intérêt de cette technologie, dans le cas de Argo, fait qu'il n'y a pas besoin d'optimiser l'aérodynamisme du vaisseau. Il n'a pas besoin de modules de service séparables. Il peut donc aller en orbite et en revenir d'une seule pièce, et ainsi faciliter une réutilisation complète. Avec cette architecture, RFA espère être sélectionné dans l'appel à projet que l'Agence spatiale européenne a lancé pour un nouveau vaisseau de fret vers l'orbite basse. Le vaisseau vise une capacité de 4 tonnes aller-retour. Quand on entend ces spécifications, on se demande forcément si une version habitée serait possible. Et je vous laisse Stéphane répondre à cette question. Yeah, absolutely. Look, my personal dream is obviously to fly to space with this rocket as quickly as possible. I would be the very first test pilot. We have other engineers here with us that would join me on that first mission. We want to get into orbit as quickly as possible ourselves.
But obviously this is far away now. You know, to make cargo crewed is something that is definitely possible. We have considered it in the design spectrum that we outlined, and it's all made for that. But it's years away. It's years away. You know, the big thing now is to make sure that this works out for our investors. Investors have invested. We have promised lowest cost to get payload into orbit, and we have to deliver on that now. Il y a un dernier élément qui nous paraît très intéressant dans les projets de RFA. Au détour d'un tweet, l'entreprise a annoncé de manière un peu indirecte qu'elle travaille également sur un lanceur lourd. On vous avait déjà dit à l'époque que cette annonce nous avait un peu surpris, mais pas complètement non plus. Maintenant que l'Europe a décidé que le principe de concurrence serait à l'œuvre pour les micros et les mini-lanceurs, il devient de plus en plus crédible de penser que le futur lanceur lourd européen, celui qui prendra la succession d'Ariane 6, sera soumis au même procédé. Ne vous méprenez pas, c'est quelque chose qui n'est pas du tout officiel et qui ne va probablement pas le devenir avant au moins quelques années. C'est cependant une perspective qui trotte dans la tête de tous les acteurs de l'industrie. So I think Europe will do itself a huge favor if the next heavy launch vehicle would be developed in a very strong competition. But as I said before, I think the big disruption is not to build ever big launch vehicles. I think it's a huge mistake to think that ever larger launch vehicles are the solution. Ever larger launch vehicles would just get more expensive. Look, we are funded. We are limited by funding in Europe. It would be a huge mistake to make yet a bigger launch vehicle. The customers don't want ever bigger launch vehicles. And my biggest concern is that people are blinded by what happens in the US, and that people probably think, okay, now that Starship is evolving there, we just need to copy it again, do the same thing, build ever bigger and bigger and bigger launch vehicles. This is not the competition right now, and it would be a huge mistake to even attempt that. With the funding that we have here in this continent, we should make sure that we get commercially competitive launch services established where people outside of Europe asked, okay, we want to get to orbit, what do we do? Okay, we're gonna choose these guys here in Europe because they are by far outcompeting everyone else in cost. This is what we have to establish first. And only then as a second step, you should consider building ever larger launch vehicles. RFA souhaite donc appliquer ces procédés de conception ultra optimisés pour s'attaquer à un lanceur lourd. On a très peu de détails à son égard pour le moment, et on n'en aura probablement pas trop avant un bon bout de temps. La priorité du moment, c'est clairement le premier vol de RFA One, puis la mise en œuvre d'une ligne de production efficace capable d'assurer les coûts les plus bas du continent, si ce n'est de la planète. Comme vous pouvez le voir, la vision est ultra ambitieuse. Comme pour Pangea il y a quelques semaines, on est ravis de voir des projets d'une telle envergure prendre place en Europe. Il ne faut cependant pas oublier que les moyens européens ne sont pas les moyens américains. Le vieux continent souffre d'un accès au capital beaucoup plus difficile, qui limite le nombre et l'envergure des projets, et rendra nécessaire un jour ou l'autre une phase de consolidation entre tous ces nouveaux acteurs. Cependant, quand on a à l'esprit un peu entrepreneur, ce manque d'accès au capital peut se transformer en force, comme nous l'explique Stéphane. En effet, la meilleure démonstration qu'on peut faire qu'une fusée est économe, c'est encore d'être capable de mener son premier vol avec bien moins de fonds que Rocket Lab, Relativity ou Astra. We want to raise as little money as possible. I want to raise no money. I want to raise the least amount of euros possible to do this, and I want to in German, there's no direct English translation, but we want to, every single euro that we spend, we basically ask 5 times whether or not we really have to spend it. The key here is to be cost efficient. It makes absolutely no sense to brag with investments if you want to do a commercially cost competitive business, right? You want to raise as little as possible, not as much as possible. If you're an investor right now, or at least if I was an investor, I would look at the companies who raised the least amount of money and got to a very high technical readiness level, and that's the companies I would be interested in. I would definitely not be interested in a company that has raised a lot of money and basically didn't have that high gradient between money spent and technical achievements done. Voilà, quelle interview, j'espère que ce moment privilégié avec l'un des dirigeants de RFA vous a plu. On a pour notre part été séduit par la vision qu'on a entendue et on espère que l'entreprise va pouvoir atteindre les prix qu'elle vise. Le rendez-vous est donc pris pour le premier vol de RFA One. On vous en fera bien sûr une couverture en live si l'entreprise offre un flux public. Et si vous avez vraiment aimé ce que vous avez vu, bonne nouvelle, RFA recrute.
we're building a super competitive launch vehicle and we need the best talent. If you want to build and you want to design RFA1, come apply. We need the best talent to make this work. We need the most motivated people to make this work. And we have open positions. It's difficult to get in, but it is possible. So come and apply if you're interested to not only learn how to build really competitive launch vehicles, but also basically execute and be part of all of that success. Et voilà, nous on arrive au bout de cette seconde vidéo de ce nouveau concept où on va faire le tour de toutes les entreprises européennes du New Space, mais pas que. Si vous avez aimé le travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Moi je suis très curieux aussi pour ma part de lire vos commentaires et de recueillir votre ressenti sur la vision et les méthodes employées par RFA. N'hésitez pas également à mettre quel acteur vous souhaiteriez voir interviewer. Bref, nous on se retrouve mardi prochain pour un nouveau DNDE et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.